Beaucoup de seniors, lorsqu'ils perdent leur emploi, hésitent entre deux solutions. Il est vrai que passé la cinquantaine, retrouver un emploi salarié en répondant aux offres d'emploi est une véritable gageure, c'est très difficile. Alors souvent, sur les conseils de leurs référents Pôle emploi ou des structures d'accompagnement, ils envisagent de créer une activité indépendante, en portage salarial ou en auto-entrepreneur. Beaucoup n'envisagent cette solution que parce qu'ils n'ont plus vraiment d'espoir de trouver un emploi satisfaisant, en tout cas en répondant aux offres d'emploi, mais au moment de se lancer ou après l'avoir fait, ils se demandent souvent si c'est la bonne solution. C'est à cette question que je vais essayer de répondre à l'occasion de ce webinaire. Alors d'abord, pourquoi est-il aussi difficile, pourquoi est-il inefficace de répondre aux offres d'emploi quand on est senior? Eh bien la première raison, c'est que 9 fois sur 10, les recruteurs fixent un critère d'âge éliminatoire. Évidemment, cet âge, c'est au-delà de 50 ans. La deuxième raison, c'est que les seniors ont généralement des antécédents salariaux, c'est la moindre des choses, et quand ils postulent pour un emploi moins bien payé que leur poste précédent, les employeurs pensent qu'ils le font par défaut et qu'ils partiront à la première occasion et donc hésitent à les embaucher. C'est une raison pour eux de ne pas le faire. La troisième raison, c'est parce qu'ils en savent souvent plus que celui qui est censé les diriger, ils ont plus d'expérience, et comme le N+1 est généralement associé à la prise de décision, il est tenté d'écarter les seniors parce qu'il a peur d'avoir du mal à les manager. Ce qui est humain d'une certaine manière, et donc conduit les N+1 à écarter les candidatures des seniors, parce qu'on craint aussi qu'ils ne puissent s'intégrer dans une équipe jeune. Or, c'est un présupposé tout à fait discutable, mais c'est un fait, c'est une des raisons pour lesquelles on écarte parfois les seniors. Et enfin, parce qu'on pense qu'ils seront moins souples, moins agiles intellectuellement ou moins productifs. Ce qui est aussi un présupposé discutable, mais n'en reste pas moins une cause d'écart, de mise à l'écart des seniors. Alors, quelles sont les solutions les plus souvent conseillées aux cadres et aux techniciens seniors lorsqu'ils ne parviennent pas à trouver un emploi? Eh bien, on leur conseille une ou plusieurs des solutions suivantes. La première, c'est de faire une VAE, validation des acquis et de l'expérience, et ou des formations qualifiantes censées améliorer leur employabilité. La deuxième, on leur conseille d'essayer l'intérim, peut-être que c'est plus facile de trouver un CDI à plein temps dans une entreprise. La troisième, c'est le travail en temps partagé, au sein d'un groupement d'employeurs ou pas. Et enfin, la quatrième, souvent la dernière qu'on leur propose, c'est la création d'une activité indépendante en portage salarial ou en auto-entrepreneuriat ou encore en micro-entreprise. Alors, toutes ces solutions ne font qu'accroître la précarité de la situation professionnelle des seniors. Ça ne devrait pas être le cas de la création d'une activité indépendante, d'autant qu'il faut quand même signaler qu'un certain nombre de seniors choisissent le statut d'indépendant, non pas par défaut, non pas en désespoir de cause, mais c'est un choix délibéré parce qu'ils en attendent une amélioration de leur situation professionnelle. Donc, il n'y a pas de raison a priori pour que ce choix soit un facteur de précarisation des indépendants, mais en réalité, ça l'est souvent. Pour les raisons suivantes, la création d'une activité indépendante n'est pas la solution miracle. D'une part parce que l'expertise ne suffit pas pour réussir dans le statut d'indépendant, il faut aussi savoir la vendre. Parce que la solution ne fait souvent que déplacer le problème. Vendre son expertise en tant qu'indépendant est presque aussi difficile que de se faire embaucher, pour les mêmes raisons d'ailleurs, sur lesquelles nous reviendrons. Parce que la concurrence est souvent très forte dans la plupart des domaines, en tout cas, ce qui oblige les indépendants à brader leur expertise pour la vendre, et ou à accepter toutes les missions qu'on consent à leur proposer, même si ces missions ne sont pas vraiment intéressantes. Alors au final, beaucoup s'épuisent à essayer de vendre leurs prestations, y consacrent le plus clair de leur temps pour générer des revenus médiocres, voire dans certains cas carrément insuffisants. Et au final, être indépendant, c'est souvent travailler plus pour gagner moins. Alors, faut-il en conclure qu'il n'y a pas de bonne solution pour les seniors, que quelle que soit la solution qu'ils choisissent, ils sont condamnés à régresser et qu'ils n'ont d'autres perspectives que de ramer jusqu'à l'âge de la retraite, c'est-à-dire aux alentours de 65 ans, voire plus?
Vous imaginez bien que si c'est ce que je pensais, je n'aurais pas organisé ce webinaire pour vous le dire. Je pense au contraire que si le problème n'a pas de solution satisfaisante, c'est uniquement parce qu'il est mal posé. C'est ce que disait Einstein, un problème sans solution est souvent un problème mal posé. Et dans le cas présent, le problème est effectivement mal posé parce qu'il est posé en termes de solution. La recherche d'emploi ou la création d'une activité indépendante sont des solutions dont on vient de voir qu'elles ne résolvent pas vraiment le problème. Mais alors, quel est le problème? Ou plus exactement, comment poser le problème de façon à y trouver une solution efficace, opérationnelle? Eh bien, à mon avis, la solution n'est pas dans le statut, demandeur d'emploi ou indépendant, mais dans la posture qu'on adopte vis-à-vis des entreprises. Et voici pourquoi. Les entreprises cherchent avant tout une création de valeur, ce qui veut dire que vos compétences les intéressent moyennement, pour ne pas dire pas du tout. Ce que recherchent les entreprises avant tout, c'est à créer plus de valeur. C'est la seule justification réelle à leurs yeux d'un recrutement ou de l'achat d'une mission à un intervenant extérieur. Mais dans le cadre d'un entretien de recrutement ou de la négociation d'une mission, elles n'ont en fait aucun moyen de savoir parmi plusieurs candidats ou parmi plusieurs propositions lequel ou laquelle va créer le plus de valeur. D'autant que, s'agissant de compétences qu'elles n'ont pas, elles sont bien en peine très souvent pour identifier la valeur que pourraient créer pour elles ces compétences. C'est particulièrement vrai dans les PME, lesquelles représentent 98% de l'ensemble des entreprises et donc une bonne part des opportunités d'embauche ou de mission. Et ceci a plusieurs conséquences très importantes qui expliquent en grande partie les problématiques des seniors. Alors la première de ces conséquences, c'est que les entreprises ne mobilisent en fait qu'une faible part des compétences dont elles pourraient avoir besoin. Quand elles ne voient pas la valeur que cela créerait pour elles, elles ne voient pas non plus l'intérêt de recruter ou de mobiliser une compétence par le biais d'une intervention extérieure. Et quand elles décident néanmoins de le faire, en général parce qu'elles ne peuvent vraiment plus faire autrement, n'étant pas en mesure de déterminer la différence entre les offres en termes de valeur créée, elles déterminent un profil a priori et elles s'y tiennent. Le profil est pour elles la garantie, bien illusoire comme nous le verrons, de la capacité des candidats à créer la valeur attendue. Or, comme les profils, nous l'avons dit, comportent 9 fois sur 10 des critères d'âge, les seniors sont souvent mis hors jeu sans avoir même l'opportunité de défendre leurs chances. Et puis les entreprises tendent à faire en sorte que la compétence leur coûte le moins cher possible. S'agissant d'un recrutement, elles proposent donc une rémunération la plus basse possible, mais se méfient néanmoins de ceux qui acceptent un salaire moindre que celui qu'ils avaient dans leur précédente fonction, et on a vu que c'était souvent le cas des seniors. Et s'agissant d'une collaboration non salariée, l'incapacité des entreprises à déterminer la valeur potentiellement créée par les différentes offres fait qu'à leurs yeux, ces offres sont indifférenciées. Et quand des offres sont indifférenciées, généralement on achète la moins chère, puisque le prix est le seul facteur de différenciation dont elles disposent. Ce qui oblige les indépendants à brader leurs compétences et hypothèque bien sûr la rentabilité de leur activité, qu'ils soient seniors ou pas d'ailleurs. Ainsi posé, le problème a donc une solution inédite. Laquelle solution consiste à focaliser sur la valeur que vous pourriez créer et non sur les compétences susceptibles de vous permettre de la créer. Imaginons un instant que vous soyez capable de démontrer et de quantifier la valeur que vous pourriez créer pour une entreprise. Et que vous soyez également capable de construire de façon crédible aux yeux des entreprises les plans d'action nécessaires à l'obtention du résultat, de la valeur que vous proposez de créer. Vous bénéficieriez alors de plusieurs avantages majeurs qui rendraient votre situation beaucoup plus avantageuse. Alors, le premier de ces avantages, c'est que vous ne seriez plus un simple apporteur de compétences, mais un créateur de valeur, ce qui vous différencie des autres postulants qui n'ont que des compétences à vendre. Rappelons que c'est la valeur et non les compétences qui intéressent les entreprises. Dans ce cas, votre profil deviendrait très secondaire pour vos interlocuteurs, puisque vous leur avez prouvé votre capacité à créer la valeur attendue.
Donc votre âge, vos diplômes ou votre connaissance du secteur d'activité passent au second plan et ne sont plus pris en considération. Et puis, vendant une création de valeur, vous pourriez négocier votre collaboration, qu'elle soit salariée ou non, sur la base de la valeur créée. Les entreprises achètent alors cette création de valeur et sont prêtes à la payer un bon prix dans la mesure où elle reste gagnante, dans la mesure où la valeur est partagée de manière équitable. Et en tout cas, elles paieront cet apport de valeur beaucoup plus cher qu'elles ne seraient prêtes à payer un simple apport de compétences. Au final, vous obtenez un poste dont la rémunération est plus conforme à vos attentes, ou vous vendez des prestations à un prix qui vous permet de générer des revenus plus importants. Et comme en vous différenciant de la sorte, vous multipliez vos chances d'être embauché ou de vendre vos prestations, vous améliorez aussi considérablement la productivité de votre recherche d'emploi ou de votre prospection commerciale. Donc, si vous cherchez un emploi, vous en obtenez plus facilement un à la hauteur de vos ambitions, et le fait d'être senior n'est absolument pas un handicap. Et si vous êtes indépendant, vous vendez plus de prestations en consacrant moins de temps à la prospection commerciale et vous les vendez plus cher. Au final, donc, vous travaillez moins pour gagner plus. Mais ça n'est pas tout. Parce qu'il y a un deuxième avantage, une deuxième conséquence positive, c'est que les entreprises n'expriment des besoins de compétences, on l'a vu, que lorsqu'elles ont identifié la valeur que cela pourrait créer pour elles. Et 80% au moins des opportunités de créer de la valeur ne sont pas identifiées ou pas exploitées, notamment dans les PME, mais les PME représentent, comme on l'a dit, 98% des entreprises et une bonne part donc des opportunités d'embauche ou de mission. Et ces opportunités donc non identifiées ou non exploitées ne font pas l'objet d'offres d'emploi ou d'appels à proposition. Et il existe donc un marché latent de l'emploi et de l'expertise qui est beaucoup plus important que celui des besoins exprimés, c'est-à-dire des offres d'emploi ou des demandes d'expertise. Voilà, 80% des opportunités contre 20% qui font l'objet de demandes. Le marché latent est 4 fois plus important, a priori, que le marché officiel. Dans la mesure où vous savez identifier ces opportunités latentes et quantifier la valeur que pourrait créer leur exploitation, vous êtes alors en mesure de déclencher des offres d'emploi ou de missions de la part de ces entreprises. Et sur ces propositions de collaboration, vous n'êtes évidemment sans concurrence, et donc votre âge ou les autres éléments de votre profil ne sont pas pris en compte. Et puis ces opportunités, vous pouvez les traiter avec les entreprises sur un mode gagnant-gagnant. Parce que quand une entreprise a quantifié la valeur que pourrait lui apporter une compétence et décide en conséquence donc de la mobiliser, le coût de la compétence vient en diminution de la valeur attendue, de la valeur qui pourrait être créée par la mobilisation de cette compétence. Donc l'entreprise focalise à ce moment-là sur ce coût. Elle essaye de le minimiser pour optimiser son bénéfice. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, où ce que gagne l'une des parties est perdu par l'autre. Il faut qu'il y ait un perdant. En revanche, si vous révélez à une entreprise un potentiel de création de valeur qu'elle n'avait pas identifié, dans la mesure où le coût de la collaboration ne consomme qu'une part équitable de la valeur créée et laisse un bénéfice suffisant à l'entreprise, l'entreprise, dans ce cas, ne va plus focaliser sur le coût de votre intervention, mais sur les bénéfices qu'elle va tirer de l'opération, bénéfices qu'elle n'aurait pas pu avoir sans votre intervention. Alors, vous êtes alors dans une relation, dans un jeu gagnant-gagnant, qui détermine bien entendu des rapports nettement plus constructifs entre l'entreprise et vous-même. Et donc cette approche par la création de valeur est une solution efficace. Parce que si vous êtes capable d'identifier des potentiels inédits de création de valeur et de les valider et de les quantifier pour amener les entreprises à vous faire des propositions de collaboration, eh bien, votre problème est résolu de manière radicale, si je puis dire. Et les modalités de la collaboration, salariés ou non salariés, deviennent très secondaires. Ce qui prouve bien que la question de votre positionnement, qu'on posait au début de cette présentation, n'était pas la bonne façon de poser le problème. Car la plupart du temps, la mission consistant à concevoir puis à conduire le projet de création de valeur
peut être réalisé indifféremment dans un cadre salarial classique ou dans celui d'une collaboration non salariée. En fait, c'est vous qui avez le choix et vous pouvez poser vos conditions. Tout simplement parce que vous êtes demandé et non plus demandeur. Alors, dans la mesure où vous ne craignez plus de ne pas parvenir à vendre votre expertise, puisque vous maîtrisez donc l'approche par la création de valeur, le statut d'indépendant pourra, dans bien des cas, vous paraître préférable à celui de salarié en raison des contraintes du salariat. Mais bon, ce n'est pas une obligation, vous pouvez aussi privilégier le statut de salarié. C'est vous qui êtes maître du jeu d'une certaine manière. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, en résumé, l'approche par la création de valeur vous donne un certain nombre d'avantages, lesquels sont, d'une part, vous n'êtes en concurrence avec personne, puisque vous vous positionnez sur des opportunités latentes, non identifiées, qui n'ont donc donné lieu à aucune demande de la part de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le marché latent, qui est en outre beaucoup plus important que le marché officiel, puisque, comme on l'a vu, 80% des potentiels existants ne sont pas identifiés ou pas exploités, sont des potentiels latents. Le deuxième avantage, c'est que votre offre est différenciée, elle est exprimée en termes de résultats, de création de valeur, alors que les éventuelles offres concurrentes sont exprimées en termes de moyens, d'expertise, et donc à tous les coups, même si vous avez des concurrents, c'est vous qui obtiendrez le poste ou la mission. Et puis, si vos interlocuteurs sont convaincus par votre projet de création de valeur, si il est validé à leurs yeux, votre profil, c'est-à-dire votre âge, vos compétences, votre expérience, deviennent très secondaires aux yeux de vos interlocuteurs. Ils achètent une création de valeur spécifique et quantifiée. Ils sont donc prêts, comme on l'a dit, à la payer à un prix en rapport avec cette valeur, dans la mesure où vous leur démontrez qu'ils sont quand même gagnants. Et de toute façon, ce prix sera beaucoup plus élevé que s'ils n'achetaient qu'une simple expertise. Vous pouvez choisir librement les entreprises cibles de votre démarche, puisque vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elles aient exprimé des besoins de compétences. Et enfin, au sein de ces entreprises que vous choisissez, vous pouvez également choisir, dans une certaine mesure, les problématiques ou les projets qui vous intéressent et donc la nature de vos missions. Vous devenez alors maître de votre destin professionnel. Vous ne vendez plus votre temps, mais une création de valeur. Vous n'êtes donc plus astreint à une obligation de présence ni au lien de subordination, même si vous êtes salarié d'ailleurs, parce que vous pouvez fort bien refuser des tâches que vous pourrez vouloir vous assigner le dirigeant en lui disant non, ça c'est pas dans notre contrat, ça va me détourner de la création de valeur attendue, donc c'est une tâche que vous devez confier à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Et quand vous êtes indépendant, mais le lien de subordination n'existe plus, vous ne vendez plus du temps, mais encore une fois un résultat. Vous pouvez choisir pour quelles entreprises vous travaillez et ce que vous faites pour elles, c'est-à-dire le contenu de vos missions, comme on vient de le dire. Vos marges de négociation et donc vos revenus sont beaucoup plus satisfaisants et vous n'êtes plus obligé de travailler d'arrache-pied pour générer un revenu plus important. Autrement dit, vous travaillez moins et vous gagnez plus. Ce qui vous permet d'arbitrer plus facilement entre votre activité professionnelle et vos centres d'intérêt extra-professionnels, tels que votre famille, vos loisirs, etc. Quel est le véritable prix de cette maîtrise de votre destin professionnel ? Eh bien, c'est d'une part le changement de représentation nécessaire pour passer du statut de candidat à celui de force de proposition. C'est un changement de posture essentiel dans l'approche. Et puis l'acquisition d'un nombre limité de compétences transverses ou d'outils de création de valeur qui sont nécessaires et suffisants pour conduire efficacement la démarche. C'est-à-dire identifier les enjeux majeurs de vos interlocuteurs, puisque vous allez vous appuyer sur ces enjeux pour arriver à vos fins, pour identifier également des potentiels de création de valeur inédits, pour valider ces potentiels, identifier et construire des projets d'exploitation dans toutes leurs dimensions autant que possible, ce qui facilitera la prise de décision par les dirigeants. Si vous ne validez le projet que sur certaines dimensions qui correspondent à votre spécialité, le dirigeant sera obligé de les valider dans les autres dimensions et ça risque de faire obstacle à la réalisation de votre projet parce qu'il n'aura peut-être pas les compétences ou pas le temps. Ça vous permettra aussi de quantifier les retombées en termes de création de valeur, de la réalisation de ces projets, ce qui est essentiel,
puisque c'est cette démonstration, cette quantification qui va emporter la décision, et puis également pour négocier d'égal à égal avec vos interlocuteurs sur des bases gagnant-gagnant. Alors, bien évidemment, vous le savez, je propose une formation aux outils de création de valeur, laquelle formation a pour objectif de vous permettre d'adopter les représentations mentales qui permettent le changement de posture, c'est-à-dire qui vous permettent de passer d'un statut de candidat à un statut de force de proposition, et puis d'intégrer les compétences transverses, les outils de création de valeur qui sont nécessaires, ce qui ne demande aucun prérequis, le niveau bac est suffisant, donc c'est à la portée de tous les cadres et techniciens, et qui nécessite de votre part un investissement d'environ 60 heures de travail en moyenne, pour intégrer les compétences transverses et les outils nécessaires à l'aide des modules de formation. Donc vous avez deux types de modules, les modules de formation aux outils de création de valeur, et puis des modules process qui décrivent pas à pas les étapes de la démarche à mettre en œuvre, ces modules étant fournis en complément des modules outils. Voilà, alors concernant les résultats de la formation, sachez que 80% des participants trouvent un emploi conforme à leurs souhaits ou génèrent des revenus satisfaisants pour ce qui est des indépendants dans un délai inférieur à 6 mois. Dans le cadre des sessions de formation accompagnées, vous verrez qu'il y a deux formules, on est proche de 100%, évidemment pour ceux qui font l'effort d'intégrer les outils et de les mettre en œuvre, et 40% des participants, des gens qui achètent la formation en ligne, parviennent à ce résultat beaucoup plus rapidement, dans un délai de 3 mois. Voilà. Les bénéfices ne sont pas seulement mesurables en termes de revenus, ils sont aussi d'avoir la maîtrise de vos choix professionnels, d'obtenir un emploi ou des missions conformes à vos réelles aspirations, de ne plus avoir à subir des situations ou des relations qui ne vous conviennent pas. Si ce qu'on vous propose dans une entreprise ne vous convient pas, vous n'avez pas peur d'aller voir ailleurs, de changer. De disposer des moyens de construire votre évolution professionnelle à long terme, c'est pas seulement une solution à court terme pour trouver un emploi ou pour vendre des missions. Vous pouvez orchestrer votre évolution à long terme au sein d'une entreprise, par exemple viser un poste de bras droit du dirigeant et l'obtenir, et enfin bien sûr de ne plus porter votre âge comme un boulet. Voilà, alors pour ce qui est du contenu et des modalités de la formation, je vous renvoie à la page où je présente ces différents éléments. Et sachez qu'il existe deux formules complémentaires. La première, c'est la formation en ligne, donc qui comporte 10 modules outils, plus les 6 modules process, qui vous décrivent la manière d'utiliser les outils, plus divers bonus, dont plusieurs heures de coaching collectif ou individuel en ligne. Et puis, il y a la formation accompagnée. 2 fois par an, je constitue un groupe de participants qui généralement ont déjà fait la formation en ligne et qui souhaitent un accompagnement personnalisé. Je fais donc 2 sessions par an et cette formule est une quasi-garantie de succès. Alors, 70% des utilisateurs se contentent de la formation en ligne et ce n'est que 30% qui adhèrent à une formation accompagnée quand j'en démarre une. Voilà, j'ai terminé ma présentation et maintenant la parole est à vous. Je vous invite à me poser vos questions ou à faire vos commentaires.